Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on continue notre série questions d'agilité et je vais répondre à des questions autour du sujet de l'agilité à l'échelle. Donc on a déjà fait toute une série de vidéos sur le Scrum Master, Donc on a fait agilité, Scrum Master, Product Owner, Coach Agile. Maintenant, on va faire agilité à l'échelle. Donc là, je reprends toujours le même prompt. Tiens, je vais zoomer un petit peu, voilà. Maintenant, on continue, mais pose-moi uniquement des questions sur le rôle, sur l'agilité à l'échelle. L'agilité à l'échelle. Donc, c'est l'IA qui me pose des questions. Donc, je ne sais pas quelles seront les questions. C'est le hasard, c'est sans répétition, en improvisation. J'espère que je saurai répondre. Des fois, il y a des questions quand même assez difficiles. Donc vous pouvez aller consulter les vidéos sur les sujets précédents que j'ai mentionnés. Maintenant, on fait agilité à l'échelle. On va essayer de faire 4 questions comme à chaque fois. Ok, donc pourquoi, selon toi, certaines organisations échouent lorsqu'elles tentent de scaler l'agilité alors que leurs équipes fonctionnaient bien déjà individuellement? Excellente question. C'est vrai que ça arrive dans les entreprises. Alors des entreprises où les équipes fonctionnent déjà en agilité, donc en Scrum la plupart du temps, et le passage à l'agilité à l'échelle est parfois difficile. Alors, parce que l'agilité à l'échelle, c'est plus compliqué que l'agilité dans une équipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà agilité à l'échelle? C'est agilité au-delà du périmètre d'une équipe, c'est agilité pour tout un programme. Donc un programme, c'est un projet composé de plusieurs projets. Donc il va y avoir plusieurs équipes qui vont être impliquées et qui vont devoir travailler ensemble, par exemple, pour toutes contribuer au même gros produit. Mettons un produit très compliqué. Je sais pas, un site de vente, par exemple comme le site Amazon, il pourrait y avoir plusieurs équipes. Une équipe qui s'occupe du site web, utilisé par les clients, une équipe qui s'occupe du back-office utilisé par les vendeurs, une équipe qui va s'occuper de la gestion des stocks et des entrepôts. Donc ça peut être plein d'applications. Il peut y avoir des équipes front, back, équipes mobiles, bon que sais-je. Il peut y avoir plein d'applications, de logiciels différents qui vont tous tourner autour du même sujet, la vente en ligne, et qui vont devoir travailler toutes de manière coordonnée, de manière à avoir un gros produit cohérent où tout est bien intégré à la fois techniquement et fonctionnellement. Pour ce faire, il suffit pas d'une seule petite équipe de 10 personnes. Ça peut nécessiter des dizaines, voire des centaines de personnes qui travaillent de manière coordonnée, chacun sur son sujet. Mais quand même, donc si on décide que l'ensemble doit fonctionner en agilité, l'agilité à l'échelle va répondre à ce besoin. Et donc ça peut arriver que des organisations fonctionnent en agilité, et même c'est souvent le cas, fonctionnent en agilité au niveau équipe, mais pas forcément au niveau coordination globale de toutes les équipes sur un programme, etc. Pourquoi on échoue en scalant avec l'agilité à l'échelle? Eh bien parce que l'agilité à l'échelle, c'est plus compliqué que l'agilité simple, parce que là où en agilité, il va falloir se coordonner à l'intérieur d'une équipe, là il va falloir se coordonner avec plusieurs équipes différentes, donc il va falloir des rôles spécifiques. Donc le plus classique, c'est d'utiliser la méthode SAFe. Il n'y a pas que la méthode SAFe, il y en a d'autres. Par exemple, il y a LESS, il y a le modèle Spotify, il y a Scrum at Scale. Prenons SAFe parce que c'est ce que je connais le mieux et c'est ce qui est le plus fréquent. Donc, il va falloir se coordonner entre différentes équipes. Donc, il va falloir des rôles spécifiques qui nécessitent une formation aussi spécifique. Donc, ça va être RTE, ça va être dans SAFe Business Owner, Product Manager, par exemple. Il va falloir des coachs agiles pour conseiller au niveau au-dessus, au niveau d'échelle au-dessus, les managers, les gens qui gèrent tout ça. Les personnes qui avant étaient managers, directeurs de projet, etc. vont devoir se transformer dans leur rôle. Donc ça peut être assez compliqué et c'est des compétences assez spécifiques. Donc
Là, il faut vraiment être bien conseillé dans la transformation agile. Et en fait, pourquoi on échoue quand on tente de scaler, on échoue pour les mêmes raisons qu'on échoue dans toute transformation. Donc toute transformation peut être compliquée et délicate. Il faut que les gens soient formés. Il faut avoir un parcours de transformation agile avec une roadmap. Il faut bien comprendre ce vers quoi on veut aller en tant qu'organisation, comment on veut se réorganiser, avoir une vision cible. Donc c'est tout un tas de choses et qui sont pas évidentes du tout. Et qui dit échelle dit plus large périmètre, plus de personnes, plus d'équipes, donc plus de problématiques, des problématiques compliquées avec des concepts spécifiques à l'échelle. Par exemple, le concept de dépendance entre les équipes qui est vraiment crucial. Voilà, alors pourquoi on pourrait échouer, c'est prendre ça à la légère, ne pas être accompagné, ne pas avoir un plan, une vision cible de l'organisation. Donc ça, ce seraient les principales raisons. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre un peu plus, mais c'est vraiment une question passionnante. Comment on passe à l'agilité à l'échelle? Alors, question suivante. Comment expliques-tu le rôle central de l'alignement vision, objectif, dépendance dans la réussite d'un train agile comme un ART en SAFe? Alors, vision, objectif, dépendance. Bon, vision et objectif pour moi c'est la même chose. Dépendance, c'est autre chose. Bon alors, donc un train SAFe. Donc un ART, ça veut dire Agile Release Train. C'est dans SAFe ce qu'on appelle un train. C'est un ensemble d'équipes qui vont toutes travailler, contribuer au même produit. Et pour faire ça, comme pour n'importe quel projet, il faut avoir une vision de ce qu'on veut faire. Donc ça c'est le préalable à n'importe quel projet, avoir une vision de ce qu'on veut réaliser. Donc dans une équipe Scrum classique, ça va être le PO qui va donner la vision et ça va prendre la forme simple simple entre guillemets, d'un backlog produit et présentation du backlog, des user stories lors de backlog refinement ou d'iteration planning. Au niveau d'un train SAFe à l'échelle, donc plusieurs équipes. Chaque équipe doit avoir la vision de ce qu'elle a à faire elle, mais aussi, dans une certaine mesure, une vision et une compréhension de ce que font les autres équipes, parce qu'on va tous contribuer à un même gros produit, donc il faut avoir une vision plus large. Et dans la méthode SAFe, donc il y a quelque chose qui est très important, c'est la partie vision qui se fait à chaque PI planning. Donc les PI planning, c'est les événements où les équipes planifient toutes ensemble au même moment et au même endroit. La première partie d'un PI planning, c'est la partie vision. Donner la vision dans les grandes lignes, pas dans le détail, de ce qu'on veut faire en termes de produits. Donc il y a plusieurs parties à la vision. Il y a la vision business, la vision produit et la vision architecturale pour les aspects techniques. Donc ça c'est très important d'avoir une vision de ce vers quoi on veut aller, sinon le risque c'est que chacun fasse les choses dans son côté, chacun aille dans sa propre direction sans tenir compte des autres et que à la fin les gens ne se marchent sur les pieds ou fassent des choses contradictoires à l'échelle du produit, même si à l'échelle de l'équipe ça peut sembler cohérent, et qu'on ait un produit qui soit pas cohérent justement, qui ne fonctionne pas, etc. Donc les objectifs, ça va être les objectifs définis par chacune des équipes qui vont découler de la vision, mais ça va être plus précis. Donc là je vais pas trop expliquer. Et les dépendances, eh bien, en fait, les dépendances entre équipes, une dépendance, c'est lorsqu'une équipe a besoin pour réaliser ses user stories, pour réaliser son backlog, elle va avoir besoin qu'une autre équipe fasse autre chose pour elle. Donc ça peut être une user story de l'autre équipe qui doit être terminée avant ma user story. Par exemple, si je dois utiliser un composant technique pour faire un certain développement et que ce composant technique est développé par une autre équipe, eh ben, je vais être dépendant de l'autre équipe. Il va falloir que j'attende que l'autre équipe fasse le composant, le développe. Peut-être que je vais devoir lui demander que ça soit développé d'une certaine manière, que ça respecte certaines normes, etc.
Donc ça c'est vraiment central, hein, la notion de dépendance dans l'agilité à l'échelle, parce que plusieurs équipes doivent travailler en même temps et vont être dépendantes les unes des autres. Et si on ne tient pas compte des dépendances, ça peut carrément bloquer les développements. C'est-à-dire j'ai besoin de telle chose d'une autre équipe, mais l'autre équipe ne le fait pas, donc je ne peux pas le faire. Je suis bloqué et tout le monde peut se bloquer mutuellement les uns les autres si on n'a pas une compréhension globale des dépendances. Donc normalement c'est le rôle du PI planning. Donc c'est très important dans la réussite, voilà, vision et objectif. Bon, c'est un peu la même chose que vision, et dépendance, enfin c'est pas exactement la même chose, mais c'est du même ordre. Et dépendance, ça c'est très important, sinon ça va bloquer l'avancement des travaux. Question suivante. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, mais il faut que ça me pose des questions pas trop compliquées. Quelles sont selon toi les erreurs les plus courantes lors d'un PI planning et comment un train peut-il les éviter? Les erreurs les plus courantes lors d'un PI planning. Moi, je suis un partisan d'arriver au PI planning préparé, bien préparé. Donc, chaque équipe doit avoir sa propre planification, doit faire sa propre planification avant le PI planning, entre guillemets, faire le PI planning soi-même tout seul avant le PI planning. Et le PI planning, son but, ça va être d'ajuster tout ce qu'on a prévu en harmonie et en cohérence avec les autres équipes. Et ce travail d'ajustement, ça dépend de la taille du train, mais il peut être très difficile. Parce qu'il peut y avoir plein de contraintes, plein de dépendances à gérer, etc. C'est pas si facile que ça, donc je pense qu'il faut arriver préparé. Donc ça veut dire avec un backlog, un backlog d'équipe priorisé, avec des user stories estimés, avec des user stories déjà dispatchés dans les différentes itérations. Sachant que le jour du PI planning, beaucoup de choses peuvent être mises en question suite aux interactions qu'on va avoir avec les autres équipes. C'est le moment privilégié, on va avoir la possibilité d'échanger avec toutes les équipes, tout en étant aligné sur une vision commune qui a été présentée au cours du PI planning. Donc une erreur courante, à mon avis, c'est d'arriver pas préparé, de prendre ça à la légère, ce qui aboutit à beaucoup de travail, beaucoup d'efforts le jour du PI planning, et une moins bonne planification, voire une mauvaise planification le jour du PI planning. Voilà, donc une erreur, c'est souvent de planifier les choses pour soi, en vase clos, en mode silo, sans tenir compte des autres. Alors ça, c'est pas très bon. Parce que c'est pas très agile, hein, c'est fonctionner en mode silo ou ne pas tenir compte des autres, et ça peut aboutir à des blocages dans les développements. Comment un train peut-il les éviter? Bon, alors je viens de dire comment les éviter, il faut se préparer. Est-ce que je vois d'autres erreurs fréquentes? Une erreur fréquente pour les organisations qui démarrent avec la méthode SAFe, c'est de ne pas être habitué à faire le PI planning et de ne pas s'être bien préparé pour le PI planning précédent. Donc je pense qu'une organisation qui démarre sur l'agilité doit engager des coachs agiles, des personnes expérimentées qui vont bien préparer tout ça en amont. Et c'est pas évident, c'est pas aussi simple qu'on le croit, et c'est beaucoup de travail aussi parfois, mais alors ça a un coût forcément, mais en fait ce coût on le récupère par l'efficacité qu'on va avoir suite à un bon PI planning. Si on a fait un bon PI planning, les équipes vont bien travailler, bien avancer avec un bon rythme, il n'y aura pas trop de blocage et on va produire du logiciel plus rapidement, en plus grande quantité, de meilleure qualité, tout le monde sera plus content. Si on ne fait pas cet effort de préparation en amont, notamment sur l'exercice du PI planning, surtout si on ne le connaît pas, eh bien ça va être le jour du PI planning, ça va être un flottement total. Ça va aller dans toutes les directions, les gens vont être insatisfaits, ils vont dire que l'agilité sert à rien, ils vont mal planifier, et dans les 3 mois qui suivent, si le PI dure 3 mois, il va y avoir des tas de frictions entre les équipes. Alors friction, c'est pas forcément des disputes, mais ça peut être des gens qui s'attendent, des gens qui font 2 équipes qui font la même chose, ou qui travaillent, qui doivent faire des choses de manière coordonnée techniquement, mais qui vont faire chacun comme ils veulent, et puis à la fin quand on va rebrancher les morceaux, ça va pas marcher, donc ça va avoir un coût très important. En fait, un PI planning, ça a un coût, il faut être accompagné par des gens expérimentés. Alors c'est pas forcément des prestataires, ça peut être en interne à l'équipe, mais si une organisation démarre dans l'agilité, le plus simple c'est de faire quand même appel à des prestataires expérimentés, parce qu'on n'a pas forcément au sein de son entreprise des gens qui connaissent bien cet exercice.
En fait, donc ça a un coût d'engager des gens expérimentés ou même de former des gens en interne. Le PI planning en lui-même a un coût parce qu'on va mobiliser les équipes. Donc, mettons, s'il y a 100 personnes sur le train, on va bloquer 100 personnes pendant 2 jours pour faire de la planification. Mais ce coût-là, il est vite récupéré par la bonne organisation qui va en découler. Et en fait, le coût le plus élevé, souvent c'est difficile à identifier, c'est le coût de la mauvaise organisation. Et ça peut être dramatique pour les entreprises, hein, pour les projets, ça peut être très coûteux de ne pas arriver à sortir le produit. Voilà. Donc pour moi, l'erreur la plus courante, c'est de ne pas arriver préparé, ou d'avoir un PI planning qui est lui-même en tant qu'événement pas assez préparé, avec des équipes qui ne comprennent pas l'exercice et tout ça. Allez, question suivante. Et ce sera la dernière question, parce qu'on a déjà atteint 15 minutes. Comment gères-tu les dépendances critiques entre équipes ou entre trains pour éviter qu'elles deviennent des goulets d'étranglement dans la livraison? Alors, ça, c'est assez simple. Les dépendances, il faut les identifier. Chaque équipe doit identifier ce dont elle a besoin pour réaliser son backlog. Une fois que c'est identifié, il faut échanger avec les autres équipes, donc leur dire j'ai besoin de ça, est-ce que donc c'est la communication. Et idéalement, il faut arriver à tracer les dépendances via ce qu'on appelle un programme board. Donc c'est un tableau. Voilà, bon, ça c'est extrait du site de Safe. On va prendre cette image qui a l'air un peu plus jolie. Donc un programme board, comment je fais pour afficher, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Voilà, on va faire comme ça. Donc ça va être un tableau où en ligne, chaque ligne va correspondre à une équipe et chaque colonne va correspondre à un sprint ou itération. Tous les traits vont correspondre à des dépendances entre les équipes. Donc on va voir par exemple que ici cette équipe là pour faire alors chaque carré c'est une user story ou une feature. Donc là je sais pas ce que c'est dans ce schéma, c'est pas écrit en dessous, bon peu importe. Pour réaliser cette user story, il va falloir 3 user stories de 3 équipes différentes. Donc là, il y a un risque parce que avant de pouvoir travailler là-dessus, il va falloir travailler sur il va falloir que 3 autres équipes fassent quelque chose pour nous. Donc c'est quand même beaucoup, et si l'une de ces 3 équipes est en retard, s'ils n'arrivent pas à faire ce qui est prévu à l'itération 1.1, eh bien nous à l'itération 1.2, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire ça. Et ensuite, on va mettre en retard l'autre équipe qui devra faire ça, et ainsi de suite. Donc il faut identifier les dépendances, en parler aux autres équipes pour voir si c'est cohérent, si on va arriver à le faire ou pas, et visualiser les dépendances via ce qu'on appelle un programme board. Donc on fera des vidéos détaillées sur la chaîne là-dessus prochainement. C'est ça, un tableau de dépendance en gros, et on va pouvoir identifier des patterns où il y a des risques importants qui peuvent survenir. Donc là sur ce programme board on voit plein de patterns de dépendance risquées. Par exemple ici un autre pattern de dépendance, c'est que cette équipe là bleue, elle va avoir besoin de ça de l'équipe rouge. Enfin c'est pas une équipe bleue, c'est bon, je sais pas ce que c'est, c'est pas écrit. Est-ce que c'est écrit là? Non, c'est pas écrit. On va prendre l'autre image. Bon, peu importe, mais pour réaliser ce truc bleu, il va falloir que ce truc rouge soit fait, mais dans le même sprint. Un sprint, ça peut durer seulement 2 semaines. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir se coordonner au sein d'un même sprint, il va falloir être rapide, donc c'est un risque aussi. Donc ça c'est ce que j'appelle une dépendance verticale. Donc dans une vidéo je vous présenterai des patterns de dépendance à visualiser. Donc là ce qu'on peut appeler goulet d'étranglement, moi j'appelle ça des patterns de dépendance à risque qui risquent de ralentir le projet, qu'on risque de ne pas pouvoir réaliser. Ça c'est réel, hein. S'il y a trop de dépendances et que les dépendances sont mal gérées dans un gros projet, ça peut carrément bloquer les travaux ou les ralentir drastiquement, ce qui fait qu'à la fin le logiciel sera livré très en retard, et qui dit retard de livraison dit perte d'argent pour l'entreprise, pour le projet, etc. Donc ça peut être assez grave, mais si on est bien préparé, bien accompagné, qu'on fait l'exercice comme il faut, l'exercice du PI planning peut être très puissant pour gérer ces dépendances. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.